organisé par l'UNAPL Réunion, la commission Outre-mer de l'UNAPL et ECF, la commission Outre-mer. Je salue la présence à mes côtés du président Dominique Valin. Je voudrais également saluer les consorts et confrères et les amis nombreux qui se connectent des quatre coins du globe. Et je voudrais dire un grand merci à ceux qui se connectent. Il doit être, je pense, 9h30 aux Antilles, 10h30 en Guyane, 15h30 à Paris, d'où nous rejoint donc Audrey, que je présenterai. Il est 16h30 à Mayotte et 17h30 à La Réunion, où je me trouve. Et donc, je suis ravi de vous voir si nombreux donc, pour ce webinaire. C'est dire que le sujet qui sera traité et qui concerne la rémunération fiscale et sociale des dirigeants de sociétés d'exercice libéral est un sujet qui intéresse hautement les personnes qui se sont connectées. Alors, quelques règles que je rappelle ici avant de débuter ce webinaire. En termes d'horaire, nous avons prévu un webinaire qui va durer 1 heure. Bien sûr, ça peut déborder si on a des questions et des réponses, évidemment. Vous rappelez également que ce webinaire est enregistré actuellement et qu'on aura très probablement accès au replay. Donc, vous serez informés sur les réseaux sociaux et par la communication, soit d'une APL, soit de CF, de la mise à disposition du replay. Ce qui est important, c'est de rappeler l'objectif. L'objectif, aujourd'hui, c'est en 1 heure de faire le tour d'horizon et de faire le point sur cette réforme d'ampleur importante qui va concerner l'ensemble des professionnels libéraux, qu'ils soient installés dans l'Hexagone ou qu'ils soient dans les départements et territoires ultramarins. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, avec Dominique, avec l'UNAPL et les commissions Outre-mer, organiser ce webinaire, puisque l'objectif sera également de décliner certaines mesures et vous verrez qu'on abordera aussi les spécificités des départements d'outre-mer concernant donc cette réforme qui entre, je vous rappelle, en vigueur au 1er janvier 2024. Alors, on va vous projeter un certain nombre de supports. Là aussi, rassurez-vous, les supports seront mis à votre disposition et donc on vous les fera parvenir. Et si vous avez des questions ou la moindre interrogation, n'hésitez pas. On a Samuel au moyen technique à mes côtés et il va nous traduire, en tout cas, il va relayer les questions qui sont posées et pour lesquelles nous apporterons les réponses le cas échéant. Alors, avant de passer la parole à Dominique Valin, président de CF Réunion, qui est à mes côtés, je voudrais juste vous présenter et remercier les 3 intervenants qui se sont prêtés au jeu. Dominique, donc avant, je veux remercier tout d'abord Maître Audrey Chemouli, qui est avocate et qui nous rejoint depuis Paris, d'où elle nous écoute. Et j'espère que Audrey, ça va bien. Est-ce que tu nous entends bien? Je suppose que oui. Je n'ai pas de Parfait, retour. parfait. Oui, Parfait. Merci. Je rappelle que tu es avocat sur Paris et que tu as beaucoup travaillé sur cette réforme, notamment au sein de l'UNAPL, avec ta casquette de président de la commission fiscalité et économique de l'UNAPL. Et je sais qu'Audrey a été en contact permanent avec les pouvoirs publics et avec Bercy pour la mise en œuvre de cette réforme, qui d'ailleurs, elle nous en parlera peut-être, est déjà contestée par nos amis avocats. Mais je laisse à Audrey le soin d'évoquer donc cette question dans son intervention. Après Audrey, nous aurons le plaisir et l'honneur d'écouter Frédéric Gildas, qui est celui qui le dit le plus grand expert comptable de la Réunion. En tout cas, son cabinet, c'est le plus grand. Donc, Frédéric, est-ce que tu m'entends? Et j'espère que tu vas Très bien. bien. Du sud de l'île, d'où il nous rejoint. Donc, il nous donnera quelques aspects et quelques impacts de la réforme sur le plan fiscal. Et notamment, en tant qu'expert comptable, c'est une question que les clients commencent à nous poser, savoir comment seront traitées fiscalement les rémunérations des dirigeants de celle. Donc, je remercie Frédéric de s'être prêté au jeu, expert comptable donc, dans le site de la Réunion. Et puis, nous avons également le plaisir de recevoir avec nous le directeur régional de H2A La Mondiale à La Réunion, c'est Olivier Bost. Et Olivier, que je remercie également, nous parlera des aspects et des incidences sur le plan des cotisations sociales de la réforme donc, qui sera mise en œuvre. Donc voilà un programme assez chargé. Sans plus tarder, peut-être quelques mots d'introduction, Dominique, avant de passer la parole à Audrey. Merci Abdullah. Donc oui, je tenais d'abord à remercier donc l'UNAPL
donc la commission d'outre-mer, que ce soit de l'UNAPL et de CF. Donc pour un sujet qui est très intéressant, comme tu l'as dit, c'est vrai que des nouveautés, nous en avons quasiment tous les jours, toutes les semaines, mais le sujet de la rémunération du dirigeant des praticiens libéraux dans SEL est une grande question où il va falloir qu'on se penche dessus pour pouvoir vraiment conseiller, parce que c'est vrai que les intervenants qui vont intervenir, enfin qui vont faire les analyses, sont des personnes qui sont spécialisées dans le conseil. Et je pense que c'est un grand atout pour nous ce soir d'avoir ces personnes qui ont travaillé dur pendant une période fiscale compliquée, qui ont pris le temps de faire les études et donc il y a les études des différents sujets. Je pense que ce thème était abordé et tombe très bien. Donc je tenais donc à remercier tout le monde d'avoir pris le temps d'organiser cette formation. Et j'espère que, en fait, on aura des réponses claires. De toute façon, la législation va encore bouger et on refera, je pense, d'autres animations s'il faut faire des précisions. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'être présent ce soir et d'avoir préparé cette formation. Merci Dominique pour ces mots d'accueil et d'introduction. Alors, comme nous sommes nombreux, la régie me fait savoir qu'on est plus de 55, donc effectivement, on avait beaucoup d'inscrits et je vous remercie d'être là. Juste rappeler quelques règles de discipline pour que on n'ait pas de perturbation. Si vous pouvez, s'il vous plaît, désactiver dès à présent vos micros et les questions, on les répondra si elles sont posées dans le chat, dans la discussion. Je crois que c'est mieux pour le confort de tous. Et donc, je demanderai aussi à Samuel de peut-être pouvoir désactiver des micros qui seraient oubliés et qui provoqueraient donc des effets Larsen. Voilà, sans plus tarder, on va passer la parole à Audrey. Peut-être qu'on peut partager donc, le support qu'elle nous a préparé. Et je remercie donc Audrey pour sa présentation sur les aspects un peu généraux de la réforme et sur son point de vue d'avocat. Je sais, elle, qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur cette réforme. La parole est à toi, Audrey. Je te remercie dès à présent. Bonjour à tous, merci beaucoup de vous être libérés. Donc, je m'appelle effectivement Audrey, je suis avocate au barreau de Paris. J'ai cofondé un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales avec comme ambition de faire devenir les professions libérales et notamment les professions libérales réglementées, de les faire passer dans l'ère de l'entrepreneuriat, ce qui, pour ceux qui conseillent beaucoup de professions libérales, savent que parfois c'est un peu une aventure. On accompagne nos clients majoritairement dans des opérations de restructuration, d'acquisition de fonds libéraux et les questions fiscales dans cette perspective sont essentielles. Et c'est aussi essentiel, et c'est ce qui nous motive, nous, beaucoup au cabinet, c'est aussi essentiel dans cette catégorie de profession-là, d'avoir des gens qui savent de quoi on parle et qu'on leur explique clairement les choses et avec pédagogie, parce que c'est des gens qui ont assez peu de temps à consacrer à ce type de questionnement et pour autant qui sont assez éloignés euh, de ces concepts et du coup parfois ça donne lieu à des incompréhensions et donc notre travail à nous, c'est de leur faire comprendre les schémas qu'ils envisagent et les raisons pour lesquelles ils choisissent ces structurations-là. Je suis élue au Conseil national des barreaux, donc qui est l'organe représentatif des avocats, et j'ai la chance d'être également présidente d'une commission fiscalité à l'UNAPL. Et dans le cadre de ces mandats, j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter avec la direction de la législation fiscale sur les problématiques des rémunérations techniques des associés de sel. Alors, juste pour qu'on se rappelle un petit peu à l'origine de quoi on parlait, on parle bien, donc sur la vue suivante, vous verrez on ne parle bien sûr sur la vue suivante. Je ne sais pas qui est-ce qui s'occupe de faire défiler les slides, mais il faut les faire défiler. Voilà. On parle bien des rémunérations techniques par opposition à la rémunération des mandataires sociaux et aux dividendes, dont on va parler parce que je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez probablement des questions. Et l'idée, c'était dans un premier temps de vous faire un petit peu de se rappeler des raisons pour lesquelles on en était arrivé là. Donc, sur la prochaine slide et encore celle d'après,
Je vous rappelle, enfin, même si c'est loin, mais pour moi, c'est hyper important que vous ayez en tête deux choses. Cette réforme-là, elle est intervenue à l'occasion d'un réveil du gouvernement qui s'est rendu compte, alors que ça faisait quand même 10 ans qu'on était comme ça, qu'on avait une jurisprudence du Conseil d'État qui disait que les rémunérations techniques des associés de SEL devaient être déclarées dans la catégorie des BNC et pour les mêmes rémunérations, qu'on avait une doctrine administrative, la doctrine Cousin, qui nous disait que ces mêmes rémunérations devaient être déclarées dans la catégorie des traitements et salaires. Du jour au lendemain, sans prévenir personne, alors que le Conseil national des barreaux, l'UNAPL et certainement un certain nombre d'autres organisations dont vous faites partie par ailleurs, mais que je ne connais pas, avaient proposé au gouvernement un mi-chemin, donc c'est-à-dire constatant qu'on avait deux normes et que c'était quand même pas très sécurisant sur le plan juridique et fiscal, ils ont proposé une troisième voie qui était une voie où on conservait en l'état la doctrine Cousin, mais que ça ne s'appelait plus doctrine Cousin, et qu'en fait on élargissait le champ de l'article 62. Alors simplement pour que ça ne soit pas trop moi toute seule qui parle et ensuite les autres, mes autres co-animateurs, je me demandais si on pouvait, alors si vous pouviez dans la mesure du possible désactiver votre caméra, comme ça on voit vos beaux sourires et vos belles figures, c'est quand même 20 fois plus agréable. Et si vous n'avez pas envie de vous dévoiler, parce qu'on a des gens qui sont agents secrets dans la salle, je me demandais peut-être que si vous pouviez nous dire via le chat quelle profession vous exercez. Je pense qu'il y a majorité d'experts comptables, mais c'était juste pour être sûr. Comme ça, on sait à qui on s'adresse, parce que si j'ai une majorité d'experts comptables, je ne vais évidemment pas vous faire l'affront de vous expliquer comment fonctionne l'article 62. Donc, du coup, l'idée, c'était d'élargir le champ de l'article 62 et d'avoir un article 62, un nouvel article 62 qui nous permettait d'englober tout le monde. Malheureusement, ça n'a pas été retenu et c'était bien dommage. Et du coup, le gouvernement, alors là pour le coup, sans consulter personne, a rapporté la doctrine Cousin du BOFIP, ok. Donc ce qui était la doctrine qui nous permettait, je rappelle, même si manifestement j'ai des confrères, mais j'ai quand même beaucoup d'experts comptables. Donc, je rappelle que la doctrine Cousin, c'était la seule qui vous permettait d'avoir une rémunération avec une déclaration une déclaration fiscale TS et une déclaration sociale TNS. C'était le truc qui vous permettait d'avoir les deux cumulés, ok. Le nouveau BOFIP rapporte la doctrine administrative et du coup, on va sur la vue suivante, sur la slide suivante. Bon, ça le rappel, a priori, compte tenu du fait que tout le monde est au même régime, ça n'a pas d'intérêt. Et à compter, donc je vous rappelle que tout ceci s'est fait le 15 décembre 2022 avec une application au 1er janvier 2023, mais bien sûr en 15 jours. Donc tout le monde s'est mis à pousser des hurlements et pour le coup, a raison. Et donc, on nous a dit, mais vous inquiétez pas, parce que c'est vraiment ça qui nous a été dit, vous inquiétez pas, les amis, donc on va décaler d'un an. Donc, ça sera 1er janvier 2024. Et en fait, on va vous expliquer, on va vous donner les réponses aux questions que vous vous êtes posées, légitimes, on comprend qu'il y a eu des problèmes. Et donc, on va vous donner les réponses. Je rappelle quand même que les réponses qu'on attendait et qu'on devait attendre pendant un an, elles sont arrivées le 27 décembre 2023 pour une application au 1er janvier 2024, sachant que le dernier BOFIP qui retrace, qui répond aux dernières questions, il date d'avril 2024. Donc on est pile poil dans les temps et tout ceci est parfait. Non seulement parfait, mais extrêmement bien organisé. Du coup, le régime, c'est celui-là. C'est pas un tableau qu'on a inventé, c'est un tableau qui a été fait par l'Ordre des experts comptables. Donc, vous vous souvenez, le lien, le pivot, le point de pivot, c'est le lien de subordination. Si je suis avec un lien de subordination, je suis en traitement et salaire. Et si je suis sans lien de subordination, je suis en BNC. Et là, évidemment, tout ça, il y a une grande partie des choses qui viennent d'être dites
dont vous êtes parfaitement informés. Je rappelle néanmoins, probablement quelque chose que vous avez moins en tête, c'est que cette réforme fiscale, elle intervient en même temps qu'une ordonnance du 8 février 2023, qui est une ordonnance qui a réformé les structures d'exercice et qui rentre en application à compter du 1er septembre 2024. Cette ordonnance, elle prend un certain nombre de positions qui nous intéressent au plus haut point dans le cadre de cette réforme fiscale. La première chose qu'elle dit, cette réforme, c'est qu'elle définit la profession libérale réglementée et au nombre des critères qui permettent de définir si une personne exerce une activité libérale réglementée, il y a la question de l'indépendance. Alors, la question de l'indépendance, elle est particulièrement sensible lorsqu'elle est mise en regard avec la question du lien de subordination. Parce que je rappelle qu'en droit, il n'existe qu'un seul endroit dans lequel j'ai un lien de subordination, et ça s'appelle le contrat de travail. Et le contrat de travail, il n'a pas besoin d'être écrit, il peut être oral. Et la vérité, c'est que le lien de subordination en droit du travail, il est déterminé par la jurisprudence, par la réunion d'un certain nombre d'indices, mais des critères qui sont le fait de pouvoir donner des directives, le fait de pouvoir contrôler la mise en application de ces directives et le fait de pouvoir sanctionner la non-application de ces directives. Et c'est de ça dont on est en train de parler, et c'est ce critère-là qu'on nous colle, nous, professions libérales réglementées, qui sont profondément éloignées de ces systèmes-là. Et c'est d'autant plus compliqué pour que vous ayez... Parce que si on vous sert à ça, c'est au moins pour vous donner la vue d'ensemble. C'est hyper compliqué, cette question de lien de subordination, parce que dans les professions libérales réglementées, c'est totalement, donc ce que je vous disais, exactement à l'opposé de ce que non seulement on nous apprend, mais en plus ce qui est écrit dans la loi. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des redressements fiscaux, en l'occurrence sociaux, en cascade, et notamment pour des professions libérales qui ne sont pas soumises à la TVA. Et donc, je vais citer à ce titre nos amis biologistes, qui sont la cible d'un certain nombre de redressements URSSAF dans lesquels on leur explique que comme il y a une nécessité sur le plan du droit, enfin, sur le plan de la santé de continuité, excusez-moi, des soins, je me retrouve avec des gens qui doivent nécessairement s'organiser, donc dans des groupes dans lesquels ils sont très importants. J'ai des gens qui doivent s'organiser pour avoir cette continuité des soins. Donc, tout le monde ne peut pas dire du jour au lendemain, je m'en vais en vacances, voilà, je pars demain. Évidemment qu'il faut s'organiser. Et l'administration fiscale a considéré et sociale a considéré que cette organisation, qui n'est qu'une organisation du service, devait être perçue, en fait, comme un lien de subordination vis-à-vis de la société. Et donc là, j'ai non seulement les cotisations, traitements et salaires qui doivent s'appliquer au régime général, et en plus, comme ce sont des gens qui ne sont pas soumis à la TVA, ils ont en plus la joie de pouvoir bénéficier de la taxe sur les salaires. Donc, ça donne sur des groupes de biologistes des redressements qui sont très importants. La deuxième source d'incertitude que ce BOFIP nous fait, sur lesquels nous avons buté pendant un certain nombre de temps, qui ont été définis et à notre sens extrêmement mal définis, c'est la question de l'article 62. La question de l'article 62, si je suis expert comptable ou si je suis boucher charcutier ou dirigeant d'une société de communication, c'est-à-dire si je suis dans le commerce et l'industrie classique, je suis exerçant à l'intérieur de ma société et je suis gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire, je déclare l'ensemble de mes revenus dans le cadre de l'article 62 et je bénéficie donc de l'abattement pour frais de 10%. Chez nous, profession libérale réglementée, on nous dit non. Nous, ça va pas se passer pour nous, exclusivement, pour une raison qui a été inexpliquée pendant l'ensemble des rendez-vous auxquels j'ai assisté. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que pour nous, ça serait différent que pour les autres? Réponse, on ne sait pas. Mais nous, on nous met un critère supplémentaire en disant, si vos fonctions sont dissociables, vos fonctions techniques sont dissociables de celles de votre mandat, alors vous allez panacher, mettre une partie en BNC et mettre l'autre partie en traitement et salaire, enfin, article 62. Et si elles sont indissociables, alors vous pouvez continuer à les mettre sous le
le régime de l'article 62. Mais vous voyez bien que là, on a une source d'incertitude folle et d'instabilité, en tous les cas, et d'ouverture à des contentieux qui sont très importants. On va essayer de granulariser un petit peu ce qu'on est en train de se dire pour passer à la vue suivante et vous rappeler un certain nombre de choses parce que je pense que vous êtes… Alors là, je vous rappelle, donc c'est toujours ce même tableau qui a été fait par l'Ordre des experts comptables. Donc pour tous ceux qui sont en BNC, évidemment, c'est le régime TNS qui s'applique. Et pour ceux qui sont en traitement et salaire, puisqu'ils sont salariés, pardon, ceux qui sont avec un lien de subordination, ils sont au régime salarié. Je n'ai donc plus la catégorie qui existait où j'avais une partie TS pour la rémunération, pour la partie fiscale de la rémunération. Je mets de côté l'article 62 et la partie sociale de la rémunération était taxée comme en TNS. Ça n'existe plus. Sur la vue suivante, je vous rappelle qu'il y a des questions sur lesquelles on a eu des réponses. Donc ça a fait partie de la première salve. Alors, pour ceux qui sont déjà au courant de tout, je vous prie de m'excuser, mais comme j'ai rencontré beaucoup d'experts comptables qui n'étaient pas encore au courant de ces derniers développements, je me permets simplement de les rappeler. Même si c'est un truc complètement schizophrénique, sachez que donc, mon BNC, il ne va pas faire de facture à sa société, puisqu'on considère néanmoins que, je rappelle, que cette ordonnance dont j'ai parlé, donc l'ordonnance du 8 février, c'est une ordonnance qui indique, et ça c'est le propre de l'exercice en société, de l'exercice d'une profession libérale réglementée au sein d'une société, c'est que c'est la société qui exerce et le professionnel exerçant exerce au travers de cette société, mais c'est bien la société qui exerce. Je rappelle ça pourquoi? Parce que c'est très important. Donc je vais avoir mon BNC. Logiquement, vous auriez dû mettre une facture puisque qui dit BNC dit indépendant, mais en fait là, vous n'allez pas le faire. Donc, je n'ai pas de facture. Comme je n'ai pas de facture, évidemment, je n'ai pas de TVA. Comme je vous l'ai expliqué mal, mais personne n'a pu me l'expliquer mieux, sachez que j'ai un BNC qui n'est pas vraiment indépendant. En tous les cas, il n'est pas assujetti à la CFE. Alors, question qui s'est posée, c'était la question de l'option à l'IS. Alors, c'était quelque chose qui a été… C'était un truc hyper logique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais un indépendant, où j'avais quelqu'un dont on me disait que c'était un BNC, et que donc a priori, parce que ensuite je vais vous voir pour voir la schizophrénie de l'histoire, comme cette personne-là, on va le voir sur les vues suivantes, cette personne-là doit s'inscrire, doit s'immatriculer en tant que personne physique. Non, 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 bougez pas, excusez-moi. C'était un teasing, mais il faut en venir. Voilà, excusez-moi. Comme cette personne va devoir s'immatriculer, on aurait pu penser que cette personne-là allait bénéficier du régime, de la protection nouvelle de l'entrepreneur indépendant. Ça n'est pas le cas. Nous avons des confrères de chez KPMG qui ont saisi le Conseil d'État avec un recours pour excès de pouvoir pour contester le fait qu'on ne pouvait pas avoir accès à l'option IS, et ça vient d'être confirmé par un arrêt d'avril 2024. Donc, micro-BNC possible. Attention, alors là, je vous inviterai à vous reporter au développement, mais attention, ça n'est pas un micro-BNC comme vous le connaissez, c'est un micro-BNC, enfin c'est un micro-BNC comme vous le connaissez, mais ça n'est pas calculé sur les 2 années antérieures, puisque je n'ai pas d'antériorité. Et l'administration fiscale a trouvé le moyen de nous expliquer qu'en fait, vous alliez calculer, vous alliez prendre quand même en référence l'année précédente pour savoir si vous aviez dépassé les seuils. Vous n'aurez donc plus la possibilité, comme n'importe quel micro-BNC du monde, en tous les cas de France, de pouvoir avoir ces 2 ans, et si vous avez dépassé les seuils pendant ces 2 ans, que alors vous ne pouvez plus bénéficier du micro-BNC. Là, ça ne sera pas le cas, malheureusement. On va prendre comme référence une référence qui n'était pas du BNC. Bon, allez comprendre, mais c'est comme ça que c'est prévu. Ce que je vous dis là, à un petit endroit, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai parlé d'une rémunération qui pourrait être prise au niveau de la SPFPL, et notamment si la SPFPL détenait 100% de la SEL. Je rappelle pour ceux qui ont eu l'occasion de mettre en application des montages avec des SPFPL, que la plupart du temps, on envisageait des montages avec une SPFPL qui détenait la majeure partie des titres
et jusqu'à 99,9%, mais on laissait toujours un titre, un droit social à l'associé exerçant, puisque la loi était construite de cette façon. Aujourd'hui, dans l'ordonnance du 8 février 2023, on vous permet d'avoir 100% de la société d'exercice qui est détenue par une SEL, laquelle, évidemment, in fine, sera détenue par le professionnel libéral. Est-ce que c'est une bonne chose? Donc, enfin, au cabinet, c'est pas un montage qu'on aime. Bon, de toute façon, pour l'instant, c'est pas possible de le mettre en application, puisque je vous ai dit application 1er septembre 2024. Mais enfin, on arrive très proche. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fera? Probablement pas, parce qu'après, il y a des questions de responsabilité. Il nous semble que c'est quand même mieux d'avoir le professionnel exerçant en bas, au moins pour un titre. En tous les cas, si cette opportunité était prise par un certain nombre de vos clients ou de mes confrères, le BOFIP a prévu que du coup, la rémunération qui serait prise au niveau de la SPFPL par l'associé qui, de fait, serait pas un associé exerçant, enfin, vous avez compris, sera déclaré dans la catégorie des BNC. On a parlé de la TVA, parlons des cotisations Madelin, on va y revenir, et de l'épargne salariale. Alors, on rappelle, il est rappelé dans le BOFIP, alors ça, c'était quelque chose que j'ai beaucoup vu, des CELAS avec des traitements et salaires qui faisaient du Madelin. Donc, je rappelle que ça, c'est pas possible. Le régime éminemment contestable qui est mis en place par nos amis de la DLF, c'est celui qui concerne les CELAR et notamment les collèges de gérance majoritaire ou les gérants majoritaires. Ce qu'ils nous ont dit lorsqu'ils nous ont présenté la réforme, c'est qu'ils nous ont parlé de quelque chose qu'ils ont appelé le Safe Harbor, port salut, en nous disant, en fait, la question, on s'est bien, l'idée c'était de dire, on s'est bien rendu compte que la façon dont était présenté le critère de indissociable ou dissociable de la rémunération du mandat de gérance, c'était quand même quelque chose qui était compliqué à mettre en place. Et donc, pour nous simplifier la vie, ils nous ont indiqué que ils ont interprété la loi et rajouté des conditions qui n'existent pas dans la loi au niveau des collèges de gérance majoritaire. Et ce qui était dit, c'est que si vous considérez que 5% de la rémunération concerne de l'activité de gérance, alors l'administration ne vous posera plus de questions. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans le cadre de nos négociations avec l'administration, on a eu, enfin, je vous parle de négociations, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, en tous les cas, nos discussions, entretiens avec l'administration, on est un certain nombre à avoir eu ces entretiens, à avoir évoqué ce 5%, mais quand eux, ils nous ont parlé du 5%, ils ne nous ont jamais parlé du 5%. Chaque fois en tout cas, les échos que moi j'ai eus et les discussions que j'ai eues avec l'administration fiscale, ça a toujours été entre 20 et 35, mais clairement pas à 5. Du coup, on est sur quelque chose qui est vraiment très, 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 très différent de ce qui nous avait été présenté. Et surtout, éminemment contestable pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne voit pas pourquoi est-ce que, encore une fois, on nous traite différemment que nos amis qui sont en SARL et qui sont dans le cadre du commerce et de l'industrie. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que là, on a des critères extrêmement sévères d'appréciation de la gérance, d'appréciation de ce que c'est le mandat. Alors, je rappelle quels sont ces critères. Ils nous ont indiqué que ne rentrez pas, parce qu'il a fallu faire un panachage, enfin d'expliquer qu'est-ce qui rentrait dans la catégorie de la gérance et qu'est-ce qui ne rentrait pas dans la catégorie de la gérance et qui de fait rentrait dans l'exercice de votre profession. Et ils nous ont indiqué que ne rentraient pas dans cette catégorie les tâches de nature administrative, donc ne rentraient pas dans la catégorie de l'activité de gérance, hein, c'est de ça dont on parle, ne rentre pas dans cette catégorie les tâches de nature administrative inhérentes à l'activité libérale, telles que la facturation du client ou du patient, l'encaissement,
les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents tels que des ordonnances de prescription. Et là, si vous voulez, on est face à une administration qui a une ingérence folle dans nos activités et qui, en plus, surinterprète la loi en créant un schisme entre nous et les professions commerciales et qui est profondément à notre désavantage. Je rappelle une tribune dans laquelle l'UNAPL a interpellé le ministre de l'économie en expliquant que si vous prenez tous les biologistes, que vous prenez les avocats, les notaires, qui vous voulez, et tous ceux qui étaient censés l'ARL, et que vous arrêtez cette économie qui existait de charge, ben on n'est pas loin de 1 milliard. Hein, quand notre ministre de l'économie se vante d'avoir trouvé 1, 2, 3, 4, 10 milliards, n'oubliez pas que vous donnez largement votre pierre à l'édifice, puisque je rappelle que pour ceux qui sont à la tranche la plus haute, marginale, la tranche la plus haute de l'impôt sur le revenu, et qui étaient auparavant dans le cadre, enfin, qui exerçaient en CELARL en déclarant leur rémunération au titre de l'article 62, on va avoir 6 300 € d'impôt en plus à payer. Donc, ce n'est pas du tout négligeable, ce d'autant qu'on continue et j'ai, à contrario, les tâches qui ne sont pas réalisées dans l'activité libérale, par exemple, alors, la convocation d'assemblée et la représentation dans le rapport avec les associés à l'égard des tiers, le déplacement du siège social, enfin, inutile de vous dire que vous ne faites pas ça tous les 4 matins, et du coup, bah, ça, on est sûr que ça ne rentre pas dans le cadre de l'activité de l'exercice de la profession libérale, mais que ça rentre dans le cadre de l'activité de gérance. C'est complètement fou de considérer que les approvisionnements fournitures, la prise de rendez-vous, l'encaissement, la facturation, la gestion des équipes ne font pas partie de l'activité de gérance. C'est à ce point fou qu'au Conseil national des barreaux, nous avons décidé d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre la doctrine, avec dans l'espoir qu'on arrivera à négocier des choses qui soient plus cohérentes avec non seulement notre exercice, mais en plus l'importance qu'on a dans la société et qu'on ne voit pas pourquoi. Est-ce que pour tout le monde, il y a beaucoup de simplification, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'était une erreur de ma part, vous allez devoir faire une 2035, sauf pour ceux qui sont en micro-BNC. Et du coup, on va se retrouver avec non seulement pas de simplification comme il est annoncé, mais en plus de l'impôt en plus à payer. Audrey, je sais qu'on n'arrête jamais un avocat ou une avocate qui parle. Ah non, mais tu peux m'arrêter, mais mais tu as explosé ton temps de parole. Ah, Et bah donc, écoute, je suis désolée. les camarades qui suivent commencent à paniquer en disant il ne restera plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut te donner encore 5 minutes pour conclure ou pas? Pas de problème, bien sûr. Le régime la Désolé. problématique de ce régime, c'est la discrimination qui est faite entre les sociétés de droit commun et les sociétés d'exercice libéral qui ne concernent du coup que les professionnels libéraux. Et cette ordonnance dont je vous parlais a mis fin pour un certain nombre d'entre nous à la possibilité de pouvoir créer des sociétés de droit commun. Et donc, c'est ça notre problématique. Si on va sur les vues suivantes rapidement, je vous rappellerai simplement que vous avez le droit à la déduction des intérêts d'emprunt pour les droits sociaux détenus par les BNC, que les Madelins, cotisations professionnelles ordinales et cotisations obligatoires et facultatives pourront être déduites évidemment au niveau du BNC, mais également au niveau de la SEL si elles sont prises en charge. Je vous disais, le régime est un peu fou puisque vous allez devoir faire une déclaration DAS 2 sur ces sujets-là. Excusez-moi, il faut que vous reveniez sur la vue suivante, la vue précédente parce que je ne connais pas mes slides par cœur. Et vous avez une liste des frais qui est mise en place pour les frais qu'il va falloir panacher entre le BNC et la SEL, sachant que ce qui est retenu comme critère par l'administration, c'est tous les frais qui sont en rapport avec la clientèle sont plutôt déduits au niveau de la SEL et tous ceux qui sont inhérents à l'exercice sont plutôt déduits au niveau du BNC. Il nous reste des choses à voir qui ne sont pas traitées.
Non, non, Ouais. t'inquiète pas, je te jure, tu m'as donné 5 minutes, ce sera 5 minutes. Sur la vue d'après, je vous rappelle ce qui n'est pas encore traité, c'est, je vous le disais, la question de la possibilité d'appliquer ce régime-là au niveau des sociétés de droit commun qui exercent la même profession pour ceux qui ont gardé la possibilité d'exercer en société de droit commun. On n'a pas de réponse. Et l'immatriculation des nouveaux BNC sur lesquels nous n'avons pas de réponse non plus, puisque le parcours qui devrait exister n'existe pas à l'heure actuelle. Voilà, j'en ai terminé. Merci, je sais que tu es intarissable sur le sujet et que tu as encore beaucoup de choses à dire, mais ça nous permettra peut-être et ça donnera l'occasion de te réinviter à nouveau, puisque ça a été passionnant et ces 30 minutes sont passées relativement très, très, très vite. Alors, je passe maintenant, puisque tu as déjà tendu la perche à l'expert comptable qui va maintenant intervenir, Frédéric, à qui on va passer la parole, et parce que tu as parlé effectivement des 2035 à établir, des frais qui seraient ou non déductibles au niveau de la 2035 du professionnel libéral, dirigeant de société. Donc, Frédéric Gilda, je pense, s'est penché sur ces questions-là et donc je vais tout de suite lui passer la parole. Merci, Frédéric. En essayant de rattraper le temps, effectivement, de retard qu'on a pris, parce qu'on va essayer de tenir 1 heure, mais ce n'est pas grave si on déborde un peu. Je demanderai à nos amis de nous excuser. Frédéric, la parole est à toi. Bien, bonsoir et merci à tous. Audrey, merci de ce rappel des textes extrêmement intéressants, ce qui m'arrange bien parce que du coup, je vais pouvoir passer assez vite sur un certain nombre de choses. Moi, je constate juste que il est 6h10 et qu'il me reste moins 15 minutes. Alors, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de faire vite. Si on peut passer au menu. Alors voilà ce que Audrey, j'avais prévu en pour sachant. elle, il est encore, Frédéric, pour elle, il est encore 16h10. Donc, si tu as jusqu'à 18h10, ça lui donne Oui, 2h10. Ça. c'est vrai qu'il y a le décalage horaire. J'avais Ça oublié dépend le cette, décalage. Voilà. Voilà. oui, j'avais Donc, oublié cette observation. Non, mais très bien. Euh, j'ai pas grand-chose à ajouter en fait par rapport à ce qui a été dit, si ce n'est que au-delà de l'aspect textuel des choses, il me semble qu'il faut rester, enfin en tout cas, c'est ma version des choses, pratico-pratique. Je constate une chose, c'est que dans l'Assemblée, on a beaucoup de professionnels de la comptabilité. On a aussi beaucoup de professionnels de cabinets d'avocats. On a des professionnels du conseil, notamment dans l'accompagnement sur les cotisations sociales et autres. J'espère qu'il y a quand même quelques professions libérales, parce que les autres, je ne vais pas leur apprendre grand-chose, qui sont à notre écoute. Si on peut, une fois qu'on a lu le menu, on va aller assez vite sur un certain nombre de choses. Moi, au-delà je ne suis pas juriste, hein, je ne suis pas avocat, je suis expert comptable. J'ai oublié de me présenter, pardon. Frédéric Gildas, donc expert comptable dans le sud de La Réunion. Moi, j'ai retenu deux choses. Voilà, au mois de décembre 2022, on nous a dit, alors que ça faisait des années qu'on nous prétendait que on allait rejoindre la règle sur l'article 62 et qu'on abandonnerait cette histoire de BNC qui date pour les SOLAS depuis 2013, confirmée par un arrêt du Conseil d'État, me semble-t-il, mais je peux me tromper, de 2017. C'est pas très nouveau en fait comme changement. Sauf que pendant toutes ces années, on nous a fait une tolérance avec l'article 62 du Code général des impôts qui permettait de faire de la rémunération de gérance. Et sauf que, coup de semonce, 15 décembre 2022, le BOFIP, donc la direction générale des finances publiques, décide de rejoindre le Conseil d'État malgré 10 ans de tolérance et décide de nous mettre tout ça à l'envers et de procéder en BNC à partir du 1er janvier 2023. Là, les avocats, les experts comptables, les notaires, et j'en passe certainement, levée de bouclier,
pour dire vous êtes gentil, mais 15 décembre 2022, 1er janvier 2023, ça va être un tout petit peu compliqué. L'administration fiscale reconnaît que c'est peut-être un peu exagéré et le 5 janvier 2023 revient un peu en arrière en disant bah ok, on a exagéré, on va pas faire du 2023, on va faire du 2024. Bon bref, on est donc arrivé au 1er janvier 2024 avec cette obligation. On peut, comme écrit, légitimement supposer que cette tolérance a été appliquée par la plus grande partie d'entre vous. En tout cas, je connais peu de professionnels qui se sont lancés dans cette aventure, en sachant que dans le confort, on pouvait rester dans les anciennes dispositions. On peut également supposer euh, parce que finalement, on bascule en BNC, mais une grande partie d'entre vous a déjà connu ce régime BNC, notamment, je ne parle pas des plus jeunes des professions libérales, je ne parle pas des professions comptables ou de droit ou de conseil, mais des professions libérales, pour dire que vous avez déjà connu du BNC, vous savez comment ça se passe, vous savez ce qui est possible, vous savez ce qui n'est pas possible. Donc, il y a pas une grande surprise, même s'il y a quelques différences quand même dans l'application du régime. Enfin, comme vous pourrez le constater, et ça c'est une observation toute personnelle, mais je me suis fait plaisir et je le reconnais, nous sommes bien dans la droite ligne du ou des projets de simplification de la vie économique ou de la vie des entreprises. Et si on peut passer à la slide suivante pour avancer, parce que j'ai peu de temps, on va y aller. Le constat au 31 décembre est le suivant. Vous avez deux possibilités. Soit vous avez un titre, un bulletin de salaire, parce que vous avez choisi de mettre l'intégralité de vos fonctions sous fonction salariale, soit vous exercez votre activité sur un lien de subordination avec la société. Donc, à mon avis, enfin, moi, j'en ai pas, mais on peut imaginer, vous êtes associé ou très peu et en termes de participation et vous disposez par ailleurs d'un contrat de travail et dans ce cas-là, vous êtes ce qu'on appelle dans un lien de subordination vis-à-vis de la société. Cette notion de lien de subordination est extrêmement importante parce que, bon, s'il y a un contrat de travail, le problème est réglé, c'est le cas. Mais si ce n'est pas le cas, il y a quand même une notion juridique très importante sur ce sujet et là, par ailleurs, sur le plan juridique, vous avez certaines dispositions comme les gérants minoritaires de celles qui sont forcément salariés et donc vous avez un bulletin de salaire. Deuxième solution, vous êtes plutôt dans une double notion. Vous êtes en soleur et vous êtes gérant majoritaire, auquel cas vous n'avez pas de bulletin de salaire et vous répondez de ce qu'on appelle le fameux article 62. Alors j'ai essayé dans toute cette présentation de ne pas faire trop référence au texte pour ne pas vous polluer avec ça, mais il y a juste un truc à retenir, c'est cette notion-là, article 62, qui est extrêmement important. Les associés de Solas avaient encore une fois un régime un peu particulier, puisque depuis 2013, on est en 2024, hein, donc depuis 2013, ces associés sont censés avoir des fonctions de direction et de gestion, et donc un bulletin de salaire au titre du mandat social de président et par ailleurs, bah, l'application de leurs fonctions techniques, c'est-à-dire leur métier, quoi. Et euh, sur ces fonctions techniques, ils étaient déjà censés déclarer en BNC. Sauf que l'administration fiscale jusqu'alors a toujours toléré, et on en a, je ne sais pas combien, qui ont profité, bien évidemment, de cette tolérance administrative et ont déclaré en article 62 rémunération de gérance et appliqué la loi comme il le fallait. Il y a pas de problème là-dessus. Mais donc, vous voyez déjà, on avait depuis 2013, confirmé par un arrêt 2017, quelque part une prédisposition à ce qui se présente aujourd'hui.
Donc, en 2023, pour revenir à notre sujet, soit vous êtes resté sur la base d'un bulletin de salaire, bon, bah, voilà, tel quel, soit vous êtes en article 62, OK, tel quel. Et ça, c'est au 31 décembre 2023. Au 1er janvier 2024, vous exercez sous un lien de subordination, c'est pour ça que je disais que c'était très important, donc contrat de travail ou minoritaire. Et la question ne se pose pas, vous êtes toujours régime salarié. Tout ce qui est expliqué maintenant n'a, à mon sens, aucun intérêt. Et les modifications ne s'appliquent pas et le régime reste le même. Allez, on change. Merci, merci. Je vois le dynamisme et Allez, intermédiaire. après. Ça, c'est de la présentation de titre, on s'en fout. Allez. Après. Il y a un temps de Suivant. latence, mais ça arrive. Ça Voilà, arrive. très bien. Allez. Dans le cadre pratico-pratique. Et donc, on revient sur le cadre juridique de ce que je comprends à mon niveau. Encore une fois, je ne suis pas avocat, ni notaire, ni rien de tout ça. Je suis juste expert comptable. Pour tous ceux qui étaient en régime salarial, il y a un vrai problème. C'est que bah, vous avez pas de sirène, qui est quand même le numéro essentiel pour déposer des déclarations fiscales si jamais vous êtes obligé d'en déposer, ce qui sera le cas demain si les avocats n'arrivent pas à changer la loi, mais je pense que 2024, c'est mort et que vous serez obligé de le faire. Donc, vous aurez besoin d'un numéro de sirène. Pour obtenir ce numéro de sirène, deux solutions. Ou effectivement l'intégralité de vos rémunérations antérieures, même si aujourd'hui vous répondez des BNC, dépendez d'une déclaration salariale, vous n'avez pas de numéro de sirène. Et il vous faudra donc passer. Alors, on nous promet plein de choses avec le fameux service INPI et un service dédié à ce sujet. J'ai cru voir il n'y a pas très longtemps qu'a priori c'était prêt. J'en suis pas sûr du tout. Quand je vois qu'ils sont prêts depuis un an pour des dépôts de compte annuels et que ça marche pas, j'ai mis des doutes. Mais c'est ce qui est prévu par la loi et par le gouvernement. Et donc, il vous faut absolument obtenir un numéro de sirène pour pouvoir déposer une déclaration 2035 qu'on ne pourra pas, nous, professionnels, porter si bien que ce soit nous qui nous en occupions, pour télétransmettre à l'administration fiscale en bonne et due forme. Donc, il vous faut un numéro de sirène. Si jusqu'alors bah, vous étiez salarié, il n'y a pas le choix. Il faut prendre la démarche à la base. Il faut passer par l'INPI et essayer d'y arriver. Bon courage. Deuxième cas, vous étiez jusqu'alors article 62 du Code général des impôts, donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit avant et je vous ai dit article 62, il faut vraiment retenir cette référence parce que vous étiez gérant majoritaire de Solarl, vous étiez Solas, mais vous avez opté pour la catégorie BNC pour vos fonctions techniques, mais par tolérance administrative, vous étiez sur l'article 62. Forcément, vous recevez des bordereaux de cotisation URSSAF, dit TNS, et donc sur ces bordereaux, vous avez un numéro de SIRET. Il suffit juste, à partir de ce moment-là, enfin, il suffit juste. Moi, je trouvais ça plus simple d'appeler l'administration fiscale ou de leur envoyer un mail sur votre messagerie sécurisée pour vous dire attention, on est dans cette configuration-là, donc on va déposer une 2035. A priori, mais comme c'est tout chaud, tout neuf, on n'en sait trop rien. Ce ne serait pas suffisant et il faudrait quand même passer par l'INPI pour faire une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou des TNS pour dire à l'administration fiscale, bon bref, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça, c'est un vrai sujet parce que il faut que ça se soit réglé avant le 31 décembre pour qu'on puisse faire les déclarations comme il se doit avec un numéro de sirène. Alors, si vous en avez un, très bien. Mais pas suffisant. Alors, pour ceux qui avaient gardé un numéro de sirène BNC, bah, ça va le faire. Pour ceux qui avaient un numéro de sirène qui servait juste aux cotisations TNS,
ça va pas le faire, ça suffira pas. Il faut trouver le moyen de dire à l'administration fiscale, ben, on va maintenant déclarer du 2035. Personnellement, j'y suis pas encore arrivé. Euh, Si vous y arrivez, ben je prends hein, comme échange. C'est pas si simple parce qu'en face, on a une administration un petit peu compliquée et qui répond à des procédures qu'on ne comprend pas toujours parce que trop procédurières. Voilà. Bon, bref, si on peut passer à la slide suivante, ça m'arrange. Frédéric, en même temps, te dire que tu as déjà épuisé le deux tiers de ton temps et comme effectivement on va être Non, équitable, non, tu m'as dit j'ai 15 minutes et je suis à 6 minutes 32. bon, mais Pratique comptable, d'accord. on va pas y aller par quatre Allez, chemins. Vous avez en pratique comptable une chose qui est simple sur la selle. On aurait pu penser que vous étiez prestation de service, mais non, vous êtes salarié et donc ça continuera d'être enregistré en charge de personnel. Attention quand même à alerter vos comptables euh, pour dire que c'est pas parce que je suis en charge de personnel que je dois pas faire de DES2 sur la selle. La DES2, c'est une déclaration qui sert à déclarer les honoraires versés et c'est une obligation pour la selle. Pour la partie BNC, vous n'avez pas d'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié, comme c'était le cas il y a 250 ans lorsque vous étiez BNC avant de passer en selle, en LBO ou je sais pas quoi, peu importe. Pour autant, euh, c'est recommandé d'ouvrir un compte dédié pour cette activité-là parce que il peut y avoir des charges en dehors des cotisations, on va en parler, qui passeraient par ce compte-là. Dans le cas donc contraire, vous créez rien du rappelle, tout. ouais, Frédéric, si je peux me permettre, je rappelle que malgré un courrier d'administration fiscale à l'UNAPL nationale qui préconisait une comptabilisation en compte 622, donc vous aurez peut-être une autre information, le Conseil national a répété en session la semaine dernière que ces charges devaient être comptabilisées en 641. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas C'est ça, peut-être. c'est ce que je Voilà. dis. C'est que Non, mais je t'ai malgré, dit, mais je c'est réaffirme. exactement ce que je viens de dire. C'est que malgré le Ah, cas qu'on non, mais pourrait c'est ça. penser que vous êtes prestataire de service, donc Voilà. en prestation et d'honoraires, non, vous Ouais, restez en charge de personnel. tout à fait. Et c'est pour ça que j'attire votre attention, c'est que généralement les collaborateurs de cabinet, lorsqu'ils déclarent les DES2, donc les Mmh, déclarations d'honoraires, ils vont tout à fait. chercher dans le compte dédié sur le plan comptable, ce qui est bien légitime et je ne remets rien en cause. Il faudra juste attirer leur attention pour leur dire, il faut aller voir aussi dans les charges de personnel parce que les honoraires versés aux associés rentrent dans cette déclaration DAS2, mais on va le voir dans la slide suivante si j'ai encore le temps et que je ne suis pas censurisé par l'organisation pour la chose. Sur la pratique fiscale, et donc je le répète, vous avez une 2035 à faire à titre personnel. La CEL faire celle 2065, pas de problème. Elle doit Mmh. faire la DES2 et déclarer les honoraires qui sont versés aux associés, même si ils ne sont pas en 622, donc classe honoraire, mais en classe rémunération de personnel. L'intégralité des dépenses professionnelles personnelles prises en charge par la CEL sont inscrites en recettes, très important, puis dans un second temps, déduite à titre personnel. Tout ça est fiscal, pas forcément comptable. Il faut savoir que là, vous rentrez dans une dimension complètement différente parce qu'on a une dimension comptable d'un côté, mais on a un traitement fiscal de l'autre qui risque d'être différent. Il faut savoir que, quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous sortez de l'article 62, donc de la rémunération de gérance, que ce soit un président de celle pour les activités professionnelles techniques ou gérant majoritaire de SARL, vous perdez, quoi qu'il arrive, l'abattement de 10%. Les seuils pour 2024, c'est 495 euros minimum et 14 171 euros pardon, maximum. Et cet abattement couvre les frais de déplacement. C'est important ce que je dis là, du domicile au lieu de travail, les frais de restauration sur le lieu de travail et les achats de documentation professionnelle non fournis par la SED. On pourra en rediscuter. Si vous aviez renoncé à cet abattement forfaitaire à l'époque de l'article 62 et que vous aviez choisi les frais réels, c'est-à-dire que vous conserviez tous les frais déductibles et que vous aviez démontré que vous payiez à titre perso
des frais perso qui étaient supérieurs aux 10%, il n'y a rien de changé. Vous pouvez toujours continuer de le faire, sauf que là, il faudra qu'on les comptabilise sur la déclaration 2035. Pour finir, les frais couverts par cet abattement forfaitaire de 10% peuvent très bien passer sur la 2035 pour le peu que vous acceptiez de l'organiser de manière administrative avec un minimum de rigueur. Et je sais que ce n'est pas simple et que ce n'est pas facile quand on n'a pas la fibre administrative, mais il va falloir vous y mettre. Et pour pouvoir justifier de cette déductibilité en cas de contrôle de l'administration. Petite compensation, euh, même si à titre personnel et de mon expérience professionnelle, je n'en ai pas, mais ça peut exister. Si par ailleurs, auparavant, vous étiez uniquement en traitement et salaire, vous n'aviez pas droit, si vous aviez décidé de... Mais Olivier Bost vous en parlera si tant est qu'il lui reste un peu de temps. Ça dépend de toi. La déductibilité des cotisations facultatives retraite et prévoyance. J'indique juste pour mémoire que c'est un truc qui est possible, mais qui est très compliqué parce qu'il y a des plafonds. Donc 10% jusqu'à 8 passes, 15% de 1 à 8 passes, plus prévoyance 3,75 du revenu gros, plus 7% du pass. Bref, je l'ai dit, je l'affirme, c'est une usine à gaz passée par un professionnel, c'est un truc de fou. Slide suivante, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, là, il te doit rester 2 minutes 30. Ouais, Alors, ouais, maintenant, il y a... je vais tenir, t'inquiète. Merci. Affectation BNC, rémunération de gérant, tout ça c'est bien gentil, mais ça veut dire juste, et ça rappelle ce que tu as dit, ce que a dit Audrey. Aujourd'hui, on a l'acceptation pour l'administration fiscale de dire 95% sur les rémunérations techniques, donc BNC, 5% sur les rémunérations de gérance. Moi, j'ai lu quelque part que ces 5% étaient figés par l'administration fiscale, mais discutables. Si vous êtes en mesure de démontrer, et c'est ça qui est le plus important, qu'on peut monter à 10 ou 15%, c'est possible. Après, je n'ai pas beaucoup d'idées en la matière. Je pense que ce n'est pas la peine de compliquer les choses. Pour autant, il y a un truc, si vous êtes dans une société d'exercice libéral qui a mis en place un contrat d'épargne salariale qui permet aux mandataires sociaux d'en profiter. Faut pas oublier. Alors, à ma connaissance, le texte repose sur la qualité de mandataire social. Elle ne repose pas sur le fait d'une rémunération. Pour autant, si vous laissez 5% et que vous faites un bulletin de salaire, je pense que ça ne fera que augmenter vis-à-vis de l'administration fiscale le fait que vous soyez mandataire social rémunéré en tant que tel et donc que vous pourrez profiter de l'épargne salariale. Je rappelle que dans les contrats d'épargne salariale, on peut aller jusqu'à un coefficient 3, donc 3%. Je verse des sous par la société ou à titre perso et la société peut abonder 3 fois ce qui a été versé sur le compte tout sans déductibilité, sans conséquence sur l'impôt sur le revenu. Bon, il y a toujours la question du prélèvement social qui se paye, mais, qui se pose, mais Olivier Bost répondra là-dessus. Peut-être que je me trompe, mais ça Frédéric, reste peut-être je une te coupe. solution. Je Allez, te on coupe. change. Non, je me permets. Limité à 25% de la rémunération annuelle brute quand même, hein. Donc, si tu mets 5 000 euros annuels, ça laisse plus grand-chose en abondement. Alors, Écoute, Frédéric, je suis pardon. désolé, mais tu interviens dans le prochain truc, tu vas décrire tout ça. Moi, je te dis juste ce que j'ai Non, vu. Micro dis-moi, BNC, le rêve. c'est Alors, important. ça, C'est important le BECO-BNC, hein, parce qu'on en parle beaucoup. Est-ce qu'on a droit au BECO-BNC et donc sur quelle base, justement, notamment la première année? Laurent, Ce serait important. bah non, bah évidemment, si tu remplis pas les conditions l'année d'avant, il y a pas. Mais si tu prépares pas maintenant pour demain, il n'y a pas non plus. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un régime qui est arrêté à 77 700 de recettes. Or, il faut savoir que rentre dans la recette du BNC l'intégralité de ce qui est payé par la selle. Autrement dit, je vais faire simple.
et je vais oublier les cotisations ordinales, machin, tout ça, c'est des bêtises. La rémunération de gérance, les cotisations obligatoires, les cotisations facultatives. J'ajoute tout ça, ça fait 77 700 ou pas? Si ça fait moins de 77 700, je me pose la question. Si ça fait pas moins de 77 700, et je suis désolé, je suis peut-être mal placé, mais je n'ai pas cette configuration, eh ben, peut-être que le problème est réglé. Parce que si je suis au-dessus des 77 700, de toute façon, je vais dépasser la limite. Donc, je n'y aurai pas droit. Cela étant dit, si je ne les dépasse pas, j'ai droit de ne pas faire de 2035. Donc, tout ce que j'ai dit avant, le numéro de sirène, le machin, là, tout ça, ça n'a plus aucun intérêt. Et je pose juste un chiffre de ma recette dans la 2042. Ce chiffre abattu de 34% sert de base au calcul de l'IRPP et sert de base au calcul de la cotisation sociale. Pour autant, attention, c'est un proportionnel. Donc, ça ne tient pas compte de ce que vous avez payé vraiment ou sur le plan des cotisations sociales obligatoires, je parle. Et donc, du coup, faut quand même pas oublier qu'il y a forcément de la perdition de droit à la retraite. Un choix à faire et à décider. Attention, et je le répète, le régime est ouvert aux recettes. Autrement dit, on compte tout ce que la SED a payé pour vous dans les recettes. Donc, il faut additionner tout ça pour savoir si je suis au-dessus ou en dessous des 77 700. Pas Alors, gagné, ouais. mais il faut voir. Slide Il y a suivante, s'il des, vous plaît. ouais, il y a des questions sur le chat. Je te propose de passer peut-être les slides sur l'option pour l'IA, parce que Audrey y a répondu, c'est pas possible, la Non, TVA, non, on n'est mais pas. on va faire les slides et on va passer direct. Vas-y, Ouais, passe-moi super. les On passe- slides, parce que sinon tu me il y a une perds. question. Impôt Il y sur a les une question. sociétés, on vous a dit non, c'est pas possible. Allez, suivant. TVA, c'est pas possible, TVA, voilà. pareil, vous n'avez pas. Par contre, un truc important, vous n'avez pas d'obligation de facturation, ça c'est top. CFE, je On a complète un répondu. peu ce qu'a dit Audrey. Audrey avec intelligence et professionnalisme. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a dit. Il y a juste un truc. Moi, je n'en ai pas à titre personnel, mais ça peut exister. Si jamais vous avez un accord avec la SEL qui vous autorise à développer une activité propre, avec des moyens propres, avec une patientèle propre, avec une vraie activité à titre perso, là, vous êtes redevable de la CFE pour cette activité-là. Mais pour l'activité qui vient de la SEL, vous n'êtes pas redevable de la CFE et de la CVAE. C'est la SEL qui paye. Suivant. Oui, parce qu'il y avait une question justement de Céline sur les abattements. Tiens, tu y arrives pour les Ben, médecins. on reviendra après s'il faut. Juste 3 slides sur les médecins parce que c'est des cas particuliers. Les médecins, c'est Ah, toujours, d'accord. c'est toujours Je t'avais posé une compliqué. question. Bon, On a 3 sujets. Après, on va passer les 3 slides d'un coup. Mais on a 3 sujets. On a 2% déduction groupe 3 et 3%. Les médecins, ouais, merci d'être venu direct à la conclusion. mais je sais pas, c'est En une même question qu'elle a temps, posée. C'est une question qui est posée sur le chat, c'est pour ça que je le répète. Et les avantages des médecins secteur 1 applicables au BNC, c'est la question qui est posée et que je te eh répète, hein, de ben, Céline. eh ben, on y va tout droit. La question arrive, Ok, arrive un petit peu prématurée, mais on y va tout droit. d'accord. Je pense la chose suivante. On a concomitamment à cette nouvelle disposition, alors concomitamment pas tout à fait, puisqu'il y a un an de décalage, une modification de la loi sur ah merde, la majoration de 25% liée à l'adhésion ou non à une association de gestion. Et auparavant, on avait un abattement. Après, c'est devenu une majoration. Cette modification de la loi a changé considérablement, pardon, la donne, puisque, adhérent ou pas, vous n'avez plus d'impact fiscal. Or, pour les médecins, alors c'est compliqué les médecins, il faut être en secteur A et répondre à certaines catégories.
Brandon est un peu vite parce que j'aimerais bien qu'on revienne 2 ou 3 slides avant pour reprendre la définition des médecins. Voilà. Ouais, on peut même revenir juste avant pour la 2. Voilà, parfait. On bouge plus. Vous y avez droit si vous êtes en secteur 1, médecin généraliste, chirurgien ou radiologue. Secteur 1, ce qui exclut les micro-BNC, les chirurgiens dentistes, les auxiliaires médicaux, etc. Vous n'êtes pas médecin secteur 1, c'est pas bon. Ces frais sont couverts, représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, etc. OK, on revient 3 slides après, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on a cet abattement de 2% qui, quoi qu'il arrive, est applicable, aucun problème. Reste une question qui a rien à voir avec ce changement de loi BNC, mais qui s'accompagne, puisque c'est la première année d'application au titre de l'année 2023, mais en 2024, pour le groupe 3 et l'abattement de 3%, enfin l'abattement, pardon, la réduction de 3%. On n'est plus lié à des frais professionnels. Donc là, pour les 2%, on a l'obligation de ne pas enregistrer comptablement de frais parce que sinon, ça veut dire que vous renoncez à l'abattement de 2 et que vous prenez les frais réels, qu'évidemment, je ne vous conseille pas puisque très généralement, l'abattement de 2% multiplié par le montant des recettes conventionnées, hors dépassement exceptionnel, vous y avez droit. Groupe 3 et 3, là, il n'y a rien à voir avec tout ça. Il n'y a pas besoin d'enregistrer que ce soit en compta ou pas, vous y avez droit. Vous y avez droit uniquement pourquoi? Parce que la loi a changé, encore une fois, avec un an de décalage, en supprimant l'avantage fiscal qu'il y avait à être adhérent de l'association de gestion. Or, la loi ayant supprimé l'avantage lié à cette adhésion, du coup, renaît les avantages prévus initialement en disant vous ne pouvez pas les cumuler avec l'avantage de l'adhésion de l'association de gestion. Mais comme l'avantage de l'association de gestion a disparu compte tenu de sa suppression, vous y avez de nouveaux droits. Alors moi, j'ai tendance à l'appliquer et puis on verra ce que me dira l'administration sur ce sujet. Je me pose quand même une seule question, c'est que ces trucs-là ont été faits pour des gens qui intervenaient en BNC à l'époque, donc en indépendant et donc directement liés avec leurs patients et donc avec, avec un SNIR, même si aujourd'hui c'est toujours le cas pour le SNIR, mais avec une relation directe entre la recette et le traitement du patient. Euh, Frédéric, vraiment, il faut que tu conclues parce que je pense qu'on a trouvé plus bavard qu'avocate parisienne, expert comptable du sud de la Réunion. Donc là, il faut qu'il nous reste. On a vraiment dépassé le temps et il est 7h moins 20 ici à la Réunion. Olivier, j'ai fini. Il me reste bon, deux merci. slides. Merci Frédéric et encore bravo pour Ah non, ton mais attends, abnégation. laisse-moi aller jusqu'à la suivante alors. Non, 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 on va changer de slide. Sinon, Non, laisse-moi le aller temps que- jusqu'à la suivante. Il y a une conclusion. on va J'aimerais faire changer. la conclusion, s'il te Bon, plaît. la conclusion directement, mais allez, on va aller à la conclusion directement, mais on va pas te laisser faire les dividendes, on n'a pas le temps, Frédéric, il est Non, 7h non, moins mais quart. on passe les Allez, dividendes. conclusion. Et Olivier se prépare. Conclusion. Vous perdez Conclusion. 10%. Vous organisez votre BNC et on peut le traiter. Et attention à partir de 2025, parce qu'à partir de 2026, les cotisations sociales sont calculées différemment. Et donc, vous n'avez aucun intérêt à monter votre revenu en 2024 parce que les cotisations 2025 seront calculées sur le revenu 2024. Et comme les cotisations, vous allez les payer en 2026, vos cotisations payées seront déductibles d'aucun revenu social. Derrière moi, merci de votre attention. Et s'il y a des pharmaciens qui Oui, écoutent, dans le chat. Ouais. merci pour fournir les efferalgor, s'il vous plaît. Et C'est Doliprane. fini. Merci. Bonne soirée. Merci Frédéric
Et je passe maintenant la parole en remerciant Audrey Chemouli qui vient de me dire qu'elle doit nous quitter parce qu'elle a des impératifs qui suivent. Donc, merci en tout cas à Audrey et puis merci à Frédéric. Et je suis désolé de vous avoir peut-être frustré dans votre présentation, mais on a toujours plein de choses à dire. J'ai essayé de répondre aussi aux questions dans le chat et en passant la slide et en essayant peut-être de projeter les slides de Olivier. Juste vous rappeler qu'effectivement, les questions de support, on va vous les passer simplement par le canal d'ECF, Dominique. Donc peut-être qu'au niveau national, on peut demander à notre permanente Claire Buteau de passer donc les slides aux adhérents et puis aux inscrits. Et puis, par l'autre canal, c'est l'UNAPL, pour ceux qui ne sont pas experts comptables de France. On aura aussi le moyen donc, de vous passer tous ces supports qui vous sont présentés. Et je passe sans tarder la parole à Olivier Bosch, donc, qui représente AG2R La Mondiale, que vous connaissez, avec laquelle vous travaillez dans les différentes régions donc, de France, y compris l'outre-mer. Donc, Olivier, je suis désolé, on te laisse quelques minutes. Je vais faire très vite, mais... je vais faire très vite. Bonjour, Voilà, bonjour, bonsoir à la fois, hein, en fonction des lieux où vous êtes. Voilà. Je m'appelle Olivier Bost, je suis directeur. Alors, il y a un petit souci technique pour partager son slide, mais peut-être que tu peux commencer et qu'on essaie de régler ce problème-là. Je propose. Oui, pas de problème, pas de problème. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille en 3 temps. Dans un premier temps, je rebalaye très vite les CELAS et les CELAR avec de l'illustration hein, pour que ce soit très clair pour tout le monde, aussi bien sur le social que sur le fiscal, mais ça va aller vraiment très très vite. Dans un second temps, je vais vous présenter les obligations déclaratives de la 2042, hein, qui vient en complément de la 2035, avec les pièges à éviter. Et je terminerai avec des cas pratiques que vous pourrez conserver et utiliser pour faire vos déclarations d'impôts. Parce que vous le verrez, on en parlera tout à l'heure, mais toutes les déclarations, enfin tous les avis d'imposition qui passent entre nos mains, je parle des conseillers AG2R La Mondiale, sont faux par méconnaissance. Hein, donc là, ça sera sur la fin. C'est pas du teasing du tout. Hein. Sur les CELAS, CELAFA, bon, on va passer les titres. Hein, tout ce qu'on va faire, c'est ça. Donc, diapo suivante. Alors, il y a une petite. Alors, on me dit, la technique me dit qu'il y a une petite minute, enfin, pas minute, quelques secondes de latence. Donc, ça vient parce qu'on l'a lancé, mais le temps que la technique. Alors, il y a un petit problème à la technique. Voilà. Voilà, c'est passé là. C'est bon. Alors, Allez, Samuel, tu peux zapper éventuellement l'animation. Hein, comme ça, on gagne du temps. Tu cliques jusqu'à la fin de la diapo. Et on va gagner sur l'animation, s'il te plaît. Ça y est, ouais, de mon côté, c'est bon. Oui, de son côté, c'est affiché, mais c'est vrai qu'il y a un temps de latence par rapport à. Je vous ai mis ce qui s'est passé avant 2024 et depuis 2024. Et au niveau social, il ne se passe rien. Hein. On était en BNC avant 2024, on reste en BNC en 2024 sur le social. Effectivement, là où ça peut coincer, c'est sur le fiscal et avec l'abattement de 10 qui est perdu parce qu'on passe en BNC. Et je vous ai mis un exemple hein, qui matérialise, qui illustre surtout ce que vous ont dit Frédéric et Audrey. L'exemple, il est tout simple. Hein. J'ai 100 000 euros de BNC. J'avais le droit auparavant hein, en traitement à salaire à 10 000 euros imposables en moins. Donc, j'économisais 4 100 euros d'impôts. Aujourd'hui, je vais devoir les payer. Donc, concrètement, j'ai payé 4 100 euros d'impôts supplémentaires si je suis sur une tranche marginale d'imposition à 41%. Hein, si vous êtes à 33 000 et ainsi de suite. Diapo suivante. Oui. Alors là, pareil, hein, par rapport à ça, il y a une chose qui est intéressante parce que certes, on va payer plus d'impôts, enfin, vous paierez plus d'impôts par rapport à ça, mais il y a une ouverture d'une nouvelle enveloppe de déductibilité qui va permettre de les gommer, ces impôts complémentaires. Donc, bon, avant, on en parlera après. J'ai fait un rappel sur la LODEUM, mais pour faire simple, hein, ça normalement c'est connu hein, par tous les Outre-mer. Vous exercez en vitesse de croisière, on va parler de la 4e année, c'est plutôt celle-ci qui concerne la plupart des gens. En 4e année, vous avez le droit à une exonération de. Ah. Vous avez le droit à une exonération de 50% sur à vie derrière, à partir du moment où vous respectez certains seuils que j'ai notés. Et au-delà d'un certain niveau, c'est-à-dire pour cette année 120 920 euros de BNC, vous n'avez plus le droit aux exonérations qui sont faites sur la maladie, l'indemnité journalière, l'allocation familiale ou la CSG-CRDS. Donc là, c'était vraiment pour rappel. Diapo suivante. Par contre, ouais, alors là, tu peux passer, Samuel, toute la partie animation. On va gagner du temps aussi.
Par contre, la bonne nouvelle, il n'y a pas que du coercitif, il y a également des opportunités à saisir. Là, aujourd'hui, en tant que dirigeant d'une CELAS ou une CELAFA, le fait d'être en BNC, ça vous ouvre un nouveau droit à la fiscalité Madelin. Ce que Audrey vous a dit tout à l'heure, effectivement, ce n'était pas autorisé par le passé à cause du traitement et salaire. Ça l'est aujourd'hui. Donc là, il y aura un nouveau couloir sur lequel on va pouvoir s'amuser. On va pouvoir déduire beaucoup plus grâce à ça. Et ça viendra éventuellement gommer les 4 100 € éventuellement d'impôts complémentaires ou supplémentaires. Vous avez le droit également au 63 quater vici du Code général des impôts. Alors, c'est très technique, mais pour faire simple, si on traduit vulgairement, 154 bis du CGI, c'est les anciens contrats Madelin, qu'on appelle aujourd'hui les péris. Le 163 quater vici, c'est les anciens PER, qu'on appelle le péri également. Vous allez voir, c'est du casse-tête aussi. L'article 83, c'est de la retraite supplémentaire également, qui est dédiée principalement aux salariés. Donc là, ça sera utilisable sur la partie mandat social. Donc, regardez quel arbitrage sera fait entre la rémunération liée au mandat et le BNC. L'article 82, c'est l'équivalent de la fiscalité assurance vie, mais payée par l'entreprise. Donc, c'est plutôt sympa aussi. Et l'assurance vie, l'épargne assurance vie, c'est une fiscalité aussi qui peut être prise à titre personnel. Diapo suivante. Donc là, je vous ai dit qu'il y avait une nouvelle opportunité via la fiscalité Madelin. Donc, oui, il y aura plus d'impôts à payer, c'est certain. En contrepartie, il y a une nouvelle enveloppe qui s'ouvre. Auparavant, vous aviez le droit, grâce au 163 quater vici, à 10% de votre rémunération N-1 pour déduire et vous fabriquer de la retraite. Aujourd'hui, vous aurez 15% supplémentaire de tout ce qui dépasse le plafond Sécu. Donc, dès que vous gagnez plus de 46 000 €, vous avez le droit à 15% complémentaire entre 46 000 € et 8 plafonds Sécu qui doit être à 300 et quelques mille euros. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça vous permet de fabriquer de la retraite tout en gommant l'impôt qu'il y avait à payer en plus. Donc tout ça, ça s'arbitre. Il ne faut vraiment pas le faire n'importe comment. Il faut le faire accompagner. Parce que vous allez voir tout à l'heure, on va parler de toutes les solutions qui sont possibles. Les unes se mangent les unes avec les autres. Et on fait très très facilement du dépassement fiscal malgré toutes ces enveloppes-là qui existent. Diapo suivante. On passe à la CELARL. La CELARL, donc trois cas de figure. Salarié cadre, assimilé salarié ou TNS. Donc, je suis gérant non associé, minoritaire ou majoritaire. On peut passer, on va rentrer dans le détail. Donc, si je suis donc avec un lien de subordination, je suis salarié cadre. Je peux cotiser au chômage. Juste se prémunir auprès de France Travail maintenant que vous y avez droit si jamais vous tombez au chômage. Parce que pour autant, on a vu ça par le passé. Je cotise au chômage, mais je n'y ai pas droit, c'est quand même dommage. Donc là, on peut récupérer les cotisations payées à tort, donc à vérifier. Également, ce à quoi j'ai le droit, ce que je peux mettre en solution complémentaire, j'ai le droit à tout, sauf au Madelin, parce que je suis salarié. Le Madelin 154 bis est autorisé uniquement, parce que j'ai montré que c'était en fur et à mesure. J'ai pas le droit au 154 bis, bon, c'est pas grave. On passe à la suivante. Ouais, l'animation, tu peux la passer également. Donc là, cette fois-ci, je suis sans lien de subordination, mais gérant minoritaire ou égalitaire. Donc j'ai moins de je suis avec moins de 50% d'épargne. En tout cas, j'ai 50% d'épargne maximum. Donc je suis égalitaire et auquel cas je suis en dessous et non pas TNS au-dessus. Donc, je suis en BNC sur la partie technique, tout ce qu'on vous a dit auparavant. Et là, j'ai le droit à tout également. Mais attention sur l'article 83 et l'article 82, qui sont des outils quand même exceptionnels. Sur l'article 83, en l'occurrence, qui ne permettent pas de payer de charges sociales ni d'impôts, juste un forfait, et qui fabriquent de la retraite. Donc, c'est plutôt sympa, mais c'est uniquement sur mandat. Slide suivante. Donc là, cette fois-ci, gérant majoritaire. Gérant majoritaire, rémunération technique, toujours pareil, c'est du BNC, j'ai le droit à tout. De la même manière que celui d'avant, sauf là, super. Sauf l'article 83 et les 82, je n'y ai pas le droit à titre perso parce que je n'ai pas un statut de salarié à côté. Par contre, j'ai le droit de le mettre en place pour mes salariés. Et c'est un super outil de fidélisation. Donc ça, c'est plutôt pas mal également.
ça coûte pas cher, c'est facile à dire. C'est surtout, ça reste intéressant dans l'article 83 sur la partie sociale parce que vous êtes exonéré de charges sociales et ce n'est jamais récupéré. Il n'y a pas de contrepartie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hormis la contrepartie de laisser l'argent bloqué jusqu'à la retraite, il n'y a pas de traitement social à la sortie où on vient vous récupérer les charges sociales que vous avez gagnées à l'entrée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça devrait être mis dans toutes les sociétés. Ça coûte beaucoup moins cher qu'une augmentation, en l'occurrence, mais pour autant, voilà, il y a des règles à respecter. Diapo suivante. Donc, vous l'avez compris, hein, ce qui est génial, c'est qu'on a le droit à tout. Donc, vous avez le droit à tout, à toutes les solutions. Le seul problème, pardon, c'est que vous bénéficiez d'une enveloppe globale commune à toutes ces solutions-là. Et cette enveloppe, elle n'est pas extensible, c'est-à-dire que chacune des solutions qui est mise en place pour vous-même ou pour vos clients rentre dans cette globalité d'enveloppe et avec des limites différentes sur chacune des solutions. Donc l'article 83, il y a des limites à respecter. Le 154, c'est d'autres limites. Le 163, encore d'autres limites. L'abondement, c'est encore d'autres limites. Et pour autant, ça rentre dans la même enveloppe. Et le casse-tête de l'expert comptable, de vous-même, si vous faites votre déclaration d'impôt, c'est bien ça. C'est comment j'entre tout ça dans ma déclaration d'impôt. Et ça fait tout de suite la transition avec la diapo suivante, qui est... Ça va, je vais pas trop vite, Alain, tu me dis, hein, surtout. Non, non, il te reste un peu plus de 5 minutes, mais si tu peux tenir 5 minutes, ça serait Ouais, je vais essayer de le tenir. Donc, on va passer à la diapo suivante. C'est comment j'entre toutes ces solutions dans l'avis d'imposition que vous venez de recevoir tous à la maison. Et pourquoi c'est pas si simple que ça? C'est tout simplement parce qu'il y a un nouvel article de loi, enfin un décret qui est paru en 2021. Je le ressors aujourd'hui, c'est pas un hasard. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on nous donne les avis d'imposition, quand un client nous présente son avis d'imposition, je vous ai dit que dans la plupart des cas, pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, il est faux. Et il est faux pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cet article de loi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les assureurs et les gestionnaires d'actifs, donc les intermédiaires, hein, en l'occurrence, et là on a des nouveaux intermédiaires qui sont les gestionnaires d'actifs, qui ne sont pas dans la maîtrise la plus totale, hein, pour être très clair, sur la défisque en tant que telle, en tout cas sur les PER. Ils vendent, hein, voilà, ils vendent. Maintenant, le conseil, je ne suis pas sûr qu'il soit appliqué. Eh ben, on n'a plus l'obligation de remonter le détail au niveau du fisc. On leur dit simplement, voilà, ce client-là, il a déduit 10 000 euros, par exemple, mais on n'a plus à donner l'indication de c'est du 154, c'est du 163 ou autre. On dit simplement, voilà ce qu'il a défiscalisé, maintenant débrouillez-vous avec. Et la problématique, c'est le débrouillez-vous avec, c'est au contribuable de démêler tout ça et de rentrer ça dans les bonnes cases. Et si on va sur la diapo suivante, c'est matérialisé comme ça. Donc normalement, si vous avez ouvert vos déclarations d'impôt et que que vous avez mis en place des PER, bon, c'est pas grave, ça m'a été très vite, mais reste là-dessus, c'est pas grave. Si vous mettez en place des PER, effectivement, vous avez le montant qui est dans la case grisée et on a déjà des questions, nous, hein, qui nous remontent. Ah bah c'est déjà mis dans le truc, c'est déjà pré-rempli, super, on passe à la page suivante. Non, ça doit être réparti dans les cases qui sont entourées en rouge. D'une part, en haut pour la déduction et en bas pour le calcul du disponible du 163 quater vici, l'ex-PER. Si vous ne rentrez pas, il ne se passera rien, il n'y aura pas de déduction. Okay, donc, on peut cliquer sur la suivante. Et là, c'est hyper important parce que, et vous aurez des cas pratiques derrière qui vont vraiment illustrer tout ce que je viens de dire. Et normalement, suite aux cas pratiques, vous allez être des champions du monde de la déclaration fiscale, mais on vous filera un coup de main au cas où quand même. Mais ça, c'est hyper important. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce montant-là, le 10 000 euros qu'on a vu sur la page d'avant, il peut y avoir du 154 bis, donc l'ex-Madelin, ou du 154 bis OA pour le mandat agricole, mais également du 163, en fait, toutes les cotisations volontaires déductibles. Si on ne fait pas attention, on pourrait faire une double défiscalisation, à tort. Pourquoi? Parce que le 150 gaz bis a déjà été déduit sur la 2035, et je fais le lien avec ce que Frédéric a dit tout à l'heure. Donc si je le reporte dans ma 2042, donc la déclaration de revenus globale, je vais défiscaliser 2 fois. Bon, là, je vais me faire rattraper par la patrouille à un moment donné. Pire que ça, si je le mets sur la colonne du bas, hein, le deuxième encadré rouge de la diapo d'avant, je vais avoir mon disponible 163 quater ici qui va être complètement faussé.
Ça veut dire que si un assureur ou peu importe, un vendeur de PER ne fait pas attention, il va mettre une solution en place complémentaire en se disant super, l'avis d'imposition est bon, ce qui est faux dans 99% des cas, et il va faire des conneries à votre client ou à vous-même. Et il y aura du redressement ou alors de la non-défisque parce que en dépassement fiscal. Ça veut dire que, je veux bien que tu appuies, Samuel, s'il te plaît, une fois. Ça veut dire qu'il y a une perte de chance, je ne sais pas si ça apparaît encore, oui, voilà, il y a une perte de chance pour le client et il y a vraiment un risque fiscal pour vous également. En pratique, ça donne, donc 2 diapos d'après, s'il te plaît. En pratique, ça donne, voilà ce que les différents cas que vous pourrez rencontrer sur le terrain pour vous-même ou pour vos clients. J'ai pris un exemple vraiment basique. Je suis TNS, je suis en BNC, pardon, j'ai 78 000 € de rémunération. J'ai mis en place un contrat 154 bis du Code général des impôts à Madelin à hauteur de 4 000 €. Je ne suis pas en dépassement fiscal, tout va bien. Ce qui est important aussi, c'est de maîtriser le calcul des enveloppes, hein, et ça, c'est pas si simple que ça. Donc, ouais, il y a un problème sur ta diapo. Appuie une deuxième fois, je pense, vers le bas, parce que les montants sont pas bons là. Je sais pas ce qui s'est passé. Appuie une fois, normalement, c'est 0. Voilà. Non, reviens 2 fois en arrière, parce que sinon, là, ça va être complètement changé. Voilà, Là, c'est là, bon. stop. C'est bon, voilà, merci. Oui, voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, les 4 000 € qui sont mis en fiscalité Madelin, je suis en BNC. Ils ont déjà été déduits sur la 2035. Je ne dois pas les reporter sur ma 2042 au risque d'être en dépassement fiscal et de ne pas les déduire, donc voilà, d'être visible par la patrouille. Je ne le mets pas également non plus en bas sur la cotisation, je vous ai dit, hein, sur le bas, c'est le calcul du disponible du 163 quater ici, là où il y a marqué 0 sur la 6 OS, si j'ai vu bien. Je mets 0 également, tout simplement parce que quand je verse sur un contrat Madelin, je consomme d'abord les 15% avant de consommer les 10% qui sont communs au 163 quater ici, au pair, ex-pair. Donc là, c'est pas très clair, mais ça va être plus clair sur la diapo d'après. Donc là, tu peux appuyer une deuxième fois. Donc là, les 8 000 € qu'ils ont versés en fiscalité Madelin, je ne les mets pas sur le haut, donc je ne les déduis pas de ma 2042. Par contre, hein, il y a un petit schéma sur la droite qui vous explique bien que quand je verse 8 000 € sur mon contrat Madelin, le 154 en bleu là, je consomme d'abord les 15% et je viens consommer une partie des 10% qui est commun à celui de droite en rouge. Hein, et auquel cas, c'est ce montant-là que je reporte sur la case 6OS. Et c'est là où, dans presque tous les cas, c'est complètement faux. Parce qu'il n'y a pas d'explication. On vous dit simplement de reporter le montant. Donc souvent, c'est 8 000 qui est noté ou rien du tout. Et alors qu'il faut mettre simplement 3 255, la part qui est consommée du 163. Un autre cas de figure, tout ce que je vous dis, c'est vraiment du réel, c'est des cas concrets, hein, c'est ce qu'on retrouve sur le terrain, nous. Hein. Là, cette fois-ci, j'ai toujours mes 78 000 €. J'ai mis en place un PER 163 quater ici à 7 800 € par an et je n'ai pas mis de Madelin. Donc cette fois-ci, c'est du PERP, c'est l'ex-PERP, hein, le 163. C'est déductible du revenu global. À ce moment-là, je le mets bien dans ma 2042. Je veux bien que tu appuies, s'il te plaît. Voilà. Je le mets bien dans ma 2042 parce que c'est déductible de mon revenu global et ça n'a pas été déduit sur ma 2035 parce que c'est payé à titre perso. Diapo suivante. Donc là, je n'ai pas besoin de le renoter en bas, hein, les impôts l'ont hein, directement, ils le déduisent directement. Un autre cas de figure, et c'est là où vous allez commencer à vraiment vous arracher les cheveux s'il vous en reste. Alors moi, il m'en reste de moins en moins. Mais vous avez un 163 quater ici qui a été mis en place. Donc c'est un contrat à retraite, toujours pareil, hein, par capitalisation qui permet de se fabriquer la retraite tout en défiscalisant. Un PER Madelin, c'est le même principe. J'ai 8 000 et 7 000 €. Donc il y a 15 000 € qui vont être donnés, qui vont être remontés sur votre avis d'imposition. Et là, pareil, je dois répartir intelligemment ou corriger. Donc, je veux bien que tu appuies, Samuel. Donc, les 7 000 € sont bien déductibles du revenu global. J'ai bien reporté mes 3 255, mais le fait d'avoir versé 7 000 € d'un côté à titre perso, 8 000 € par la société, enfin, sur le BNC, autant pour moi, fait que je suis en dépassement fiscal, d'où l'importance de bien connaître les enveloppes fiscales.
et auquel cas, il y a une grande partie que je ne vais pas défiscaliser. Vous voyez, c'est marqué sur la droite dans le carré bleu. Et ce qui est terrible, c'est que vous ne défiscalisez pas à l'entrée, vous ne disposez plus de votre argent avant la retraite, et à la retraite, vous êtes fiscalisé. Donc là, vous avez perdu sur toutes les lignes, aucun intérêt, et pour autant, on le retrouve très très fréquemment. Pourquoi? Parce que, en général, vous mettez des solutions en place à titre perso, vous n'en parlez pas. Vous en mettez à titre professionnel, votre expert comptable le voit. Mais si vous oubliez de lui donner l'information que vous avez fait des choses à titre perso, il ne peut pas vous faire un avis d'imposition en bonne et due forme, d'où le fait qu'on en retrouve aussi des faux à ce niveau-là, avec des erreurs à ce niveau-là. Diapo suivante, et je pense que ça va être une des dernières, j'imagine. Ouais. Là, cette fois-ci, vous avez mis en place un PERCO à côté avec un abondement de 6 000 €. Bah là, c'est pareil, vous allez voir, là, on explose tous les compteurs parce que le PERCO vient manger toutes les autres enveloppes. Je vais appuyer, voilà. Donc là, il n'y a plus grand-chose de déductible. Les 7 000 €, vous les avez versés, ils ne sont pas déductibles. C'est dommage, vous avez bloqué de l'argent pour rien. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est le même principe que les autres. Je vous fais ma synthèse, comme ça on essaye de ne pas trop exposer le compteur. Donc en synthèse, 2 choses à retenir. Il y a 2 cases, enfin il y a 2 lignes sur le haut, si vous vous rappelez des diapos qu'on a vus précédemment. Une qui sert à déduire du revenu global, c'est les cases 6, RS, NS, les 2 premières lignes que vous voyez là-haut. Et 2 autres qui permettent de calculer le disponible du 163 quater ici. Et là, il faut bien penser à enlever la quote-part des 15% du 154. Donc c'est plutôt technique. Je veux bien que tu appuies une autre fois. C'est plutôt technique. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous voulez vous simplifier la vie, faites confiance à vos conseils. Ils sont formés pour ça. Les conseillers AG2R La Mondiale, peu importe où ils sont formés pour ça, accompagnent déjà les experts comptables, les clients, pour les aider à remplir les déclarations fiscales, ce qui est complexe. On a un outil qui est fait pour ça. Voilà, soyez rassurés, en tout cas, toutes nos équipes sont derrière vous, sont avec vous, et vous accompagneront le temps qu'il faut, quitte à venir même en cabinet pour former vos équipes, avec grand plaisir. Merci de votre attention, de votre patience. C'est la fin, c'est toujours plus dur. Merci Olivier, j'ai bien compris. Alors, s'il y a des pharmaciens dans la salle qui nous livrent 2 Doliprane au lieu d'un Efferalgan qu'avait demandé tout à l'heure, parce que pour remplir sa déclaration 2042 dans la partie épargne retraite, il faut soit sortir de Polytechnique, soit travailler chez AG2R La Mondiale, parce que là, véritablement, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, vous savez que cette réforme, elle va induire, et j'en ai parlé au sein de l'UNAPL avec les autres professions libérales, ça va induire du travail. Alors, ils nous disent tous que nous, experts comptables, on est contents, Dominique, parce qu'on aura du travail. Pas forcément, parce que je vois comment ça complexifie effectivement les déclarations. Je ne pense pas qu'on peut se satisfaire de cet état de fait. En tout cas, espérons que la réforme elle aille jusqu'au bout. On a effectivement essayé dans cette présentation, alors d'1h30 finalement, parce qu'on avait dit 1 heure, mais on a dépassé, et je m'en excuse, le temps imparti. On a bien vu que si cette réforme, elle va jusqu'au bout, alors pourquoi elle n'irait pas jusqu'au bout? Parce que vous savez qu'il y a un recours qui a été intenté par les avocats. Alors, et notamment le risque, et je parle aux amis experts comptables, le risque que le Conseil d'État, qui a été saisi d'un recours par les avocats, n'étende la réforme finalement à l'ensemble des sociétés d'exercice libéral, pas simplement les SEL, mais aussi les sociétés de droit commun. Et là, nous, experts comptables, on serait concernés. Donc, préparez-vous, les amis, à anticiper donc peut-être ce changement-là. Ce que j'ai noté également, c'est qu'il faut qu'on reste connecté pour pouvoir suivre cette actualité-là. On le fera en tout cas à l'UNAPL. Et puis, le mot de la fin à Dominique Valin, juste pour vous dire, parce que j'ai noté qu'il était 19h à La Réunion, 17h à Paris, mais également midi en Guyane, donc c'est l'heure de déjeuner, alors que c'est nous, c'est l'heure de dîner, et puis 11h aux Antilles. Donc merci en tout cas à vous tous qui êtes restés connectés et qui ont entendu patiemment jusqu'à maintenant. Et puis le mot de la fin donc à Dominique Valin, président de CF Réunion. Merci à lui pour sa patience. Merci à tout le monde, en tout cas, et aux intervenants, parce que c'est vrai que c'était un sujet technique, donc avec beaucoup de problématiques qui ont été énoncées. C'est vrai que je viens de voir quelqu'un poser une question, donc qu'est-ce qu'on dit aux clients? C'est vrai que c'est un sujet qui est sur la table, donc on espère que les textes de loi changent, mais il n'y aura peut-être pas beaucoup de chances que ce soit abandonné. À nous d'être proactifs, parce qu'on se rend bien compte que si on n'organise pas les cabinets aujourd'hui
si on ne prend pas les devants aujourd'hui, il risque d'y avoir une surtaxation donc l'année prochaine, tant au niveau des impôts, tant au niveau des cotisations sociales. Donc aujourd'hui, il faut vraiment faire appel au conseil. Donc pour organiser les différents cabinets, il faut qu'on accompagne donc, les professionnels libéraux. Et nous aussi, peut-être qu'on doit se préparer donc, à gérer cette problématique-là. Merci. On n'a pas pu répondre à toutes les questions parce que je vois que les questions qui reviennent, je suis vraiment désolé. On va essayer de reprogrammer donc peut-être un séminaire sur cette question-là, qui sont nombreux. Je souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin d'avant-midi. À très bientôt. Comme on dit chez nous, on me retrouve en créole. En tout cas, au revoir. Au revoir, les amis. Merci à tous. Au revoir.